Et si je te disais que ce que tu dis aujourd'hui à ton enfant sur l'argent peut devenir sa réalité demain? Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, ça tombe bien, parce que c'est justement le sujet du jour. Bienvenue dans les ondes d'origami. Les ondes d'origami, c'est le podcast qui tisse les liens entre maternité, féminité et énergie et t'aide à révéler la femme puissante, inspirante et lumineuse que tu es vraiment. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui tient à cœur quand on devient maman, qui est celui de l'héritage, donc ce que l'on transmet à nos enfants. Et on va l'attaquer sous un angle un petit peu particulier parce qu'on va parler sous le prisme de l'argent. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants sur l'argent? Et on a le plaisir de le faire à deux voix puisque j'ai l'immense honneur d'accueillir Ophélie de Frico Féminin. Bonjour Ophélie. Bonjour Anna, bonjour à toutes. Donc, merci Ophélie de partager ce moment avec moi et j'aimerais commencer par te demander qu'est-ce qui t'a poussé à parler d'argent de manière aussi décomplexée? C'était un cheminement personnel parce que moi, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce qu'il a été problématique dans ma vie. Et alors moi, je suis économiste à la base, alors que rien ne me prédestinait à tout ça parce que je viens pas de milieu où on savait même que ça existait, ce type de job. Et j'ai passé 20 ans de ma vie à conseiller des entrepreneurs, lever des fonds, ainsi de suite. Et j'ai vu que ce qui nous autolimitait, tout le monde dit toujours que c'est notre éducation financière, et je suis pas si d'accord que ça avec ça, parce que ce qui nous autolimite le plus, c'est ce qu'on nous a transmis et ce qu'on croit connaître sur l'argent. C'est ce qu'on appelle le rapport à l'argent, qui est un sujet très très tabou en France. Et alors globalement, ça fait peser sur nous des injonctions où ça nous autolimite souvent beaucoup dans notre vie. Mais c'est encore plus le cas chez les femmes. C'est pour ça que j'ai créé Frico Féminin, puisque les femmes n'ont eu le droit en France de disposer, de gérer leur argent librement qu'à partir de 65, ce qui, moi, correspond à la génération de ma mère. Et c'est un sujet qui est absolument pas libre chez ce public, qui sont des femmes. Et moi, j'en parle beaucoup pour des femmes qui ont décidé de devenir libres financièrement, c'est-à-dire des femmes qui ont décidé de monter un business ou d'investir et de se construire un avenir, on va dire, plus libre économiquement, et de transmettre les bons messages à leurs enfants sur cette question, parce que ça a moi-même été une préoccupation de me dire qu'on m'en avait transmis qui n'étaient pas forcément ceux qui étaient les plus aidants. Et moi, j'avais décidé de faire différemment, notamment pour ma fille. C'est hyper enrichissant. Et du coup, quelles sont les croyances par rapport à l'argent que tu rencontres le plus fréquemment dans ton métier aujourd'hui? Enfin, chez les femmes. Alors, des croyances auto-limitantes, hein, c'est ce que je disais. Donc, déjà, la parole souvent n'est pas libre sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que historiquement, c'est les papas et les papis qui parlaient d'argent autour de la table. Les femmes étaient cantonnées, on va dire, à la gestion des affaires courantes. Donc, on va dire la gestion des pots de yaourt et du budget familial, les courses, comment ça se passe à la maison. Et c'est les hommes qui s'occupaient de l'avenir. Sauf qu'en fait, les femmes, nous, ça fait maintenant un petit moment qu'on a le droit de construire notre propre avenir, de faire coller l'argent à nos valeurs et d'aider nos enfants à se construire une vie plus libre. C'est bien de ça dont on parle. Et pour autant, on n'a pas reçu les codes par rapport à ça, on va dire les codes du coffre-fort. Donc les femmes manquent d'éducation financière, mais au-delà de ça, elles ont peur d'être jugées et elles associent souvent l'argent à des facteurs très très autolimitants et aussi une forme de culpabilité, de honte, parce qu'on est encore dans une société où des fois, quand on est une femme, parler d'argent, c'est un peu tabou et c'est voilà, c'est considéré comme un peu grossier et comme être, on va dire, un petit peu matérialiste, alors qu'en fait l'argent est partout dans nos vies et c'est hyper important d'être en paix, j'ai envie de dire, et à l'aise avec ce sujet pour transmettre les bons codes à nos enfants, puis nous, en tant que femmes, pour se construire une vie plus libre, parce que c'est comme ça qu'on va inspirer nos enfants. C'est pas tant par la parole, mais c'est aussi par ce qu'on fait et qui on est. Ouais, exactement. Et puis moi, j'associe vraiment l'argent à une forme de d'énergie, en fait, quelque part. C'est un flux. Et donc, faut le prendre, il faut nager dedans et pas lutter contre parce que ça pourra pas marcher. Et alors, tu parlais d'une forme de culpabilité. Il y a aussi cette idée dans la maternité qui est le sacrifice, l'abandon, et on rentre souvent dans cette logique-là, ce qui nous permet pas forcément d'atteindre l'abondance matérielle et financière. Tout à fait. Ça fait partie des croyances inconscientes que les femmes ont, et ça, c'est transmis par les générations précédentes, puisqu'on a associé la féminité
au don et à la gratuité depuis quasiment toujours, puisque les femmes s'occupent des autres et ça n'a pas été valorisé économiquement dans nos sociétés. Et donc, du coup, oui, c'est vrai que généralement, on passe par la case maternité, puis c'était aussi mon cas, assez naturellement, on a tendance à se sacrifier au profit de nos enfants, de notre couple, de notre famille, à s'oublier un petit peu. Et c'est là que le bas commence à blesser, puisque on pratique la gratuité dans tout ce qu'on fait, c'est sûr, et c'est du travail quelque part gratuit d'être maman. Et après, ça se répercute dans le reste où on accepte quelque part de faire beaucoup de choses gratuitement, puisque, oui, naturellement, les femmes, on est très généreuses. D'ailleurs, on le voit même sur le don. En fait, c'est beaucoup des femmes qui donnent aux associations, beaucoup plus que des hommes. Et moi, je le vois après, ça se répercute surtout parce que les femmes investissent moins. Quand il faut entreprendre, les femmes bradent leurs tarifs. Et même quand il faut justement se reconvertir aussi, elles ont du mal à investir même sur elles et elles éprouvent une culpabilité à le faire, alors que c'est la première des choses qu'il faut faire aussi assez régulièrement pour avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Ouais, exactement. Et comme on parle aujourd'hui d'héritage, donc ce que l'on transmet à nos enfants, sachant qu'on est dans une dynamique comme ça de gratuité, de don de soi, d'abandon quelque part, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer pour transmettre à nos enfants d'autres croyances qui sont pas limitantes sur l'argent, justement? Déjà en parlant, parce qu'il y a peu de familles où ce sujet est libre. Dans la plupart des familles, justement, on en parle parce qu'il n'y a pas assez d'argent, c'est compliqué, il faut travailler dur, il y a une espèce de pression où il faut accepter un certain nombre de choses et c'est pas très bien de demander. Ça commence par ça, je le vois chez les femmes, c'est beaucoup. C'est pas très bien de demander. Sauf que mesdames, si vous n'allez pas négocier votre salaire, si vous demandez pas, c'est pas en étant des bonnes élèves aujourd'hui que vous allez être bien payés. Ça ne marche pas. Il va falloir régulièrement aller négocier. Donc, ne transmettez pas ça à vos enfants parce que sinon, vous allez les plomber quelque part. Oui, c'est important d'en parler. C'est important de demander. Quelque part, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut gagner. Alors ça, c'est des choses, la plupart des femmes, quand je leur dis ça, oui, c'est-à-dire que, alors ça se fait pas du jour au lendemain, mais la capacité qu'on peut avoir à gagner ou multiplier l'argent n'a pas réellement de limite et c'est pas quelque chose de mal parce que ça n'enlève pas forcément aux autres. Donc il y a énormément de croyances et selon les milieux dans lesquels on est élevé, elles sont différentes. C'est-à-dire qu'on est dans une famille plutôt aisée, souvent il y a des injonctions à la réussite qui sont pesantes et qui fait que parfois on ne s'autorise pas notamment à se reconvertir, ainsi de suite, parce qu'il faut absolument bien gagner sa vie, sinon on a une peur du déclassement social et de l'insécurité qui est absolument terrible. Et par contre, quand on a été dans des familles où faut pas trop parler d'argent, les riches sont pas des gens très très bien, ainsi de suite, on va pas s'autoriser à aller en gagner, à aller négocier, parce que on va associer ça dans notre esprit au fait que ce serait pas très bien. Et il y a beaucoup de choses aussi qui sont liées à la féminité, qui sont notamment il y a des femmes qui ne s'autorisent pas à négocier et à aller gagner de l'argent parce que ce serait pas très bien de gagner plus que son mari. Il y a aussi ça dans l'inconscient. Il y a toutes ces images qu'on envoie dans les médias sur les femmes où quelque part être une femme, réussir et gagner beaucoup d'argent, ce serait ne pas être une très bonne mère. Or, il est tout à fait possible d'avoir du temps, de préserver son énergie et de gagner très correctement sa vie. Et là, encore à chacune de mettre des chiffres là-dessus. Et la même chose, je vois très peu de femmes qui ont des objectifs financiers et économiques. Il y a peu de femmes qui s'autorisent à se dire, je mets les choses à plat et je me dis comment je fais de cette chose qui est l'argent, une énergie, un moyen positif au service de ma vie. Et c'est comme ça qu'on devrait élever leurs enfants. Nos enfants, on devrait en parler avec eux, pas en des termes limitatifs, mais en mettant les choses à plat, en se disant, en fait, quoi qu'on ait envie de faire, on trouvera les moyens de le faire. C'est plus la question du temps et des compétences qu'il va nous falloir gérer et sur laquelle il va nous falloir progresser dans le temps. Ouais, exactement. Alors j'aimerais prendre un exemple que tout le monde connaît ici. C'est celui de Beyoncé, tout simplement. C'est une chef d'entreprise incroyable. Elle a un talent, elle est mère de famille et elle réussit à tout gérer de front et sans limite, hein. C'est un bon exemple, disons, sur lequel on pourrait tous aller, disons, dans ce chemin-là. Justement, ce qui est amusant chez les femmes, c'est que celles qui ont envie de travailler sur leur rapport à l'argent, qui est quelque chose de courageux aussi, parce que ça bouscule beaucoup de choses à l'intérieur de soi et dans son cadre familial souvent. C'est souvent aussi pour transmettre les bons messages à leurs enfants et pour qu'ils n'aient pas la même vie que celle qu'elles ont eue jusqu'à présent. Oui, et en parlant de messages, est-ce que tu as des termes que tu préfères utiliser pour en parler en famille et ou à ses enfants? C'est justement éviter tous les termes négatifs. Alors moi, j'ai créé un média qui s'appelle Fric au féminin parce que justement, c'est pour rigoler autour de ce sujet qui est ce tabou du fric. Le fric, il est partout. Il est partout, mais on n'ose pas trop en parler quelque part. C'est ça qui est rigolo. Oui, c'est vrai. Et souvent, en fait, en France, c'est aussi connoté de très manière négative. L'argent est souvent connoté
à des choses négatives, et notamment, c'est lié à notre héritage culturel, parce que c'est pas du tout le cas dans pas mal d'autres pays, puisqu'en France, justement, on va dire, la religion catholique a eu tendance à plutôt à diaboliser l'argent, ce qui n'est pas le cas dans d'autres religions, puisqu'on va dire notre héritage agricole, où à l'époque, eh bien, les, les agriculteurs cachaient l'argent sous les matelas, donc il fallait pas parler d'argent. Et moi, je le vois quand j'accompagne des personnes qui, notamment, sont issues de familles d'agriculteurs, bah, c'est extrêmement tabou. Il faut surtout pas en parler de ce sujet-là, et du coup, ben, c'est là où ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Et puis, bah, aussi, quand on est issu d'une famille où on a opposé, on va dire, marxisme et capitaliste, par exemple, si on a eu un papa ou une maman qui était syndicaliste, eh ben, on peut avoir toute l'ambition de la terre. Si on ne va pas déconstruire des croyances qu'on nous a inculquées par rapport à l'argent et au fait que c'est pas bien et ainsi de suite, eh ben, c'est très, très compliqué. Et inconsciemment, ça se transmet tout ça dans les lignées familiales. Donc oui, on est pour eux à ce qu'on entend depuis notre enfance. Et c'est souvent des choses qu'on transmet à nos enfants à travers la parole et les ressentis, puisque là aussi, j'insiste sur les ressentis. Les insécurités financières ont souvent été transmises aux femmes. Pourquoi ? Parce que la plupart des femmes, il y a un certain nombre d'années, n'avaient pas la main pour aller gagner de l'argent et s'occuper des enfants. Donc, elles se sentaient en insécurité parce que quelque part, elles ne maîtrisaient pas le sujet. Et elles ont transmis à leurs enfants des insécurités financières ressenties et cette peur du manque qui était très, très présente. Ouais, tout à fait. Et j'aimerais encore ajouter quelque chose. Tu sais, tu disais, on entend et ensuite on imprime. On entend, on imprime. Et c'est d'autant plus vrai que, je ne sais pas si tu connais les travaux de Masaru Emoto, qui est un chercheur japonais. Et il a fait cette expérience-là avec l'eau, de programmer l'eau avec des pensées positives et des pensées négatives. Donc il a fait deux expériences séparées. On a bien vu quand les cristaux d'eau se sont cristallisés suite à cette expérience-là. La cristallisation, c'est pas faite du tout de la même manière selon les pensées qui ont été transmises à cette eau-là. Et donc on voit que les cristaux, ils sont hyper réguliers et beaux et c'est harmonieux quand ils ont été exposés à des pensées positives et complètement désordonnés quand ils ont été exposés à des pensées négatives. Et cette eau-là, prenons conscience tout simplement qu'on est fait de 70% d'eau. Donc ça s'imprime en nous. Quand on entend, et ça s'imprime à l'intérieur de nous. Il faut vraiment essayer de faire un nettoyage déjà de soi, et de prendre conscience de ces schémas, de ces croyances limitantes qu'on a et qu'on porte en nous, et finalement de ce que ça dit de notre propre rapport à l'argent, et de le nettoyer pour ensuite reprogrammer finalement notre cerveau, reprogrammer notre corps aussi pour une vie et une mentalité d'abondance. Comment est-ce qu'on peut aider nos enfants à faire comprendre que l'abondance, c'est pas forcément non plus que du matériel, mais c'est aussi l'abondance relationnelle, l'abondance dans la liberté, l'abondance dans le temps. Alors ça, c'est justement des discussions à avoir avec eux très tôt, quand on se disait quel terme il faut évoquer. C'est plutôt en quel terme ce serait intéressant d'en parler et d'arrêter ces questions limitatives. Donc ce fameux schéma aussi où depuis toujours on nous dit oui, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, c'est quelque part quelque chose qui est partout autour de nous, et ça peut être quelque chose de très très positif pour nous aider à construire la vie qu'on a envie d'avoir. Donc il faut arrêter de transmettre ce type d'informations, mais au contraire d'évoquer tous les éléments de la richesse. La richesse, elle est culturelle, la richesse, elle est relationnelle. La richesse, elle est à travers ce qu'on apprend. Et la même chose, dans ce qu'on apprend, c'est pas uniquement être bon à l'école, et c'est pas forcément le fait d'être bon à l'école qui fait que vous allez gagner beaucoup d'argent. Alors moi, j'ai accompagné des entrepreneurs toute ma vie. Ceux qui gagnent le plus d'argent ne sont pas ceux qui étaient bons à l'école, c'est ceux qui sont malins, qui innovent et qui sont décomplexés dans leur manière de parler d'argent. Et justement, ceux qui étaient très bons à l'école ont du mal à sortir des cadres généralement et de bien gagner leur vie. J'ai même tendance à dire que c'est plutôt le contraire. Souvent, ce que j'observe chez la plupart des personnes. Et c'est aussi vivre des expériences. Et moi, c'est ça que j'aimerais qu'on transmette à nos enfants. C'est que finalement, l'argent, ça nous permet avant tout ça. Et nous, on a souvent été élevés dans cette idée que l'argent viendrait du fait de travailler bien à l'école, d'avoir un emploi sûr et de posséder beaucoup. Est-ce que la richesse dans le futur et pour les générations qui arrivent aujourd'hui, c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est pas plutôt d'investir sur soi pour apprendre et switcher professionnellement, parce que nos enfants n'auront pas qu'un métier en CDI dans leur vie? Est-ce que c'est pas plutôt vivre léger d'un point de vue de nos possessions et apprendre à investir et se construire plusieurs sources de revenus plutôt que d'avoir uniquement un CDI dont on se rend compte qu'en fait, oui, il va falloir qu'ils changent professionnellement et qu'ils apprennent plusieurs métiers. Ça veut dire qu'ils investissent sur eux pour évoluer tout au long de leur vie et qu'ils commencent à investir. Pourquoi ? Parce que le CDI, la maison et la retraite ne nous sécurisent en rien, puisque aujourd'hui,
Notre système de retraite, je laisse à celles qui veulent penser que ça va suffire et faire leurs calculs. Mais moi, personnellement, je préfère vivre de manière plus simple, plus légère pour pas avoir de pression financière. Mais par contre, commencer à construire plusieurs sources de revenus pour être plus cool, pour être plus zen, pour pouvoir switcher professionnellement, ou quand on est une femme, pour pouvoir lever le pied quand on a des enfants et qu'on décide de vivre d'autres choses, et puis de s'autoriser à vivre des expériences, parce que oui, la richesse de notre vie, c'est de la vivre. Ouais, exactement. Et à quel moment est-ce qu'on peut commencer justement cette transition quand on est une femme? Parce que souvent on se dit, ah bah justement j'attends d'avoir un job, j'attends d'avoir de l'argent qui rentre, j'attends que ma grossesse elle est finie, que mon congé mat est terminé, j'attends que. À quel moment c'est le bon moment pour commencer à se prendre en main financièrement? En fait, il n'y a pas de bon moment, c'est tout le temps. C'est voilà, c'est notre mental là qui parle quand on fait ça. Et là, il nous raconte des histoires et des excuses parce qu'en fait, il y aura jamais de bon moment pour se reconvertir. Il y aura jamais de bon moment pour dégager de l'énergie pour se former. C'est tout le temps. Voilà, ce qu'on devrait entre guillemets inculquer à nos enfants, c'est oui, chaque année, on apprend des nouvelles choses parce que cette somme de compétences et c'est pas un diplôme forcément, c'est expérimenter des choses, c'est tester, c'est toujours mettre en place un petit budget pour faire des choses qui nous épanouissent, qui sont nouvelles et qui nous permettent aussi de sortir de notre zone de confort. Ça, alors je vois énormément de mamans qui sont dans une culture de la sursécurité, mais transmettons à nos enfants le goût de la liberté, du fait d'oser, du fait de ne pas voir, le fait de faire des choses différentes ou qu'on n'a pas faites comme, on va dire, comme les dents de la mer. Parce que là, on les auto-limite véritablement dans notre vie. Je sais que moi, par exemple, quand j'étais maman et que j'allais dans les jardins d'enfants et que j'entendais les mamans qui hurlaient après leurs enfants en disant attention, attention, et moi je ne faisais surtout pas ça. J'incitais ma fille à oser, je l'accompagnais, je la sécurisais et je le faisais avec elle au démarrage, puis après je la laissais voler de ses propres ailes. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut qu'on, quelque part, qu'on leur transmette et surtout, et aussi dans les domaines professionnels et de l'argent, aussi arrêter de se dire que perdre 1 euro, c'est abominable et on nous coupe un bras quand on fait ça. Non, il n'y a pas des conséquences absolument terribles. La même chose dès qu'on commence à donner de l'argent de poche, discuter cet argent, à quoi on le dédie. C'est pas forcément à acheter des objets, c'est à apprendre, c'est à vivre des expériences avec nous, c'est plutôt à faire des trucs avec les copains parce qu'on a envie de faire des choses et ça c'est vraiment l'abondance plutôt que de posséder une somme d'objets dont on n'aura plus envie après parce que les enfants, des jouets, des machins, oui, si vous le laissez faire quelque part, il aura envie de tout. En même temps, est-ce qu'il ne préférerait pas aller vivre un super truc avec ses copains? Mais ça veut dire aussi montrer l'exemple, c'est-à-dire que quelque part, tenir ce genre de discours à vos enfants, si vous-même vous ne le faites pas, ce ne sera pas cohérent. Oui, c'est sûr. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à parler d'argent avec ses enfants? Alors l'argent, il est dans tout, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous voient faire parce que quand ils viennent faire les courses avec nous, ainsi de suite, ils nous entendent. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer déjà à travailler sur soi. Et après, c'est des jeux d'argent. Donc oui, commencer à acheter, vous savez, les petits kits avec la monnaie, discuter avec eux. Ils adorent faire ça. Parler, quand on va faire les courses, comment ça fonctionne le budget, comment on regarde les prix, l'argent, on le dédie à quoi? Justement, la nourriture. Est-ce qu'on se dit quel type de consommation on a par rapport à tout ça? Est-ce qu'on achète plutôt du bio? Est-ce que c'est aussi avoir ces discussions, quelle part du budget on met sur quoi? Je sais que personnellement, j'ai plutôt tendance à mettre une part importante sur de la nourriture de qualité parce que c'est ça qui nous permet d'être bien. Peut-être moins sur les possessions matérielles, mais des possessions matérielles de qualité dont on se pose la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà, on n'est pas obligé d'avoir une armoire avec 500 000 trucs. Il y a des choses qu'on peut louer, il y a des choses qu'on peut acheter d'occasion. Voilà, et ces discussions-là, c'est important de les avoir avec eux et de leur donner leur petite monnaie pour aller, je sais pas, acheter d'occasion sur un vide-grenier, leur jouer et commencer à gérer leur argent. Ils adorent ça, les enfants, généralement. Jouer à la marchande, ça, c'est un de leurs jeux préférés. C'est important de le faire avec eux. Et puis, très rapidement, de leur donner 3 sous pour qu'ils commencent à le gérer aussi et qu'ils gèrent la question des cadeaux et ou des expériences. Et doucement, commencer à favoriser plutôt les expériences, faire des choses avec les autres et peut-être accorder moins d'importance aux cadeaux matériels pour les aider justement à aller dans le sens d'une vie qui est peut-être plus légère, où ils sont moins dépendants de l'argent à terme et ils vont s'autoriser à aller mettre l'argent aux bons endroits, c'est-à-dire là où ça va transformer positivement leur vie. Oui, c'est ça. Moi, j'avais déjà partagé d'ailleurs ça à l'occasion d'une interview avec Magdalena du blog Archimini Orga, que voilà, aux 5 ans de ma fille, quand les personnes me demandaient qu'est-ce qu'elle aimerait, j'ai préféré les orienter vers des expériences et j'étais très, très agréablement surprise
par la manière dont elle a super bien accueilli ça, finalement, parce qu'elle avait franchement pas reçu beaucoup de cadeaux, mais plutôt des expériences, donc une balade à poney, ça peut être même un petit soin pour les mains, ils font des choses pour enfants, et c'est vraiment pas cher non plus, enfin, c'est pas plus cher qu'un autre cadeau matériel, et pourtant ça reste dans la tête, et ça la marque, quoi. Elle se souvient de vraiment toutes ces expériences qu'elle a reçues, et ça marque pour toujours, j'ai envie de dire, beaucoup plus qu'un objet matériel qui va se casser au bout d'un moment nécessairement et qui va finir aux oubliettes. Oui, puis sortons de cette croyance aussi qu'il faut couvrir nos enfants de cadeaux et qu'on serait des meilleurs parents si on fait ça. Alors voilà, je ne sais pas si tu as fait l'expérience aussi, mais les enfants petits, quand on leur achète quelque chose, ils jouent plus avec l'emballage qu'avec le cadeau parfois. Oui, c'est vrai. Et voilà, et moi j'aime cette illustration qui est assez vraie, les mamans, et on l'a vécu ce truc-là. Et sortons de ce délire de l'accumulation d'objets et qu'on serait des meilleurs parents. Finalement, le plus important pour eux, c'est de passer des moments de qualité avec eux et de vivre des expériences avec leurs parents. Ouais, tout à fait. Et quels sont les gestes ou les habitudes que toi tu recommandes de mettre en place quand on commence à débuter là-dedans, à se dire, ok, je vais assainir un peu ma relation à l'argent? Bah déjà, c'est les émotions. C'est-à-dire que tant qu'on est crispé à chaque fois qu'on parle d'argent, nos enfants le ressentent en kinesthésique. C'est terrible. Donc ça, on pourra bien faire ce qu'on veut. Tant qu'on n'a pas bossé là-dessus, être zen vis-à-vis de ce sujet-là, c'est extrêmement complexe. Moi, je le vois chez des femmes qui n'ont pas fait ce travail-là et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Tant qu'elles sont dans la crainte, l'angoisse et la peur financière, elles s'en sortent jamais pour faire des offres, proposer des produits ou des choses comme ça. Donc, et elles vont pouvoir essayer de lancer tout ce qu'elles veulent, ça ne fonctionnera jamais. Et la plupart, c'est complètement inconscient, elles ne s'en rendent même pas compte. Donc ça, c'est très très important d'assainir cette partie-là, qui est la partie émotionnelle. Donc, c'est de se reprogrammer et de voir les choses positivement. On vit dans un pays où justement la dépense c'est très très mal vu. On a l'impression qu'on se coupe un bras. J'ai envie de dire, il y a pas mal de gens qui ne prennent même pas plaisir dans la dépense. C'est-à-dire que ça leur fait jamais plaisir d'acheter quelque chose. C'est aussi d'éprouver une forme de gratitude dans la dépense. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut rien dépenser, mais au moins quand on le fait, que ça nous fasse plaisir. Parce que si ça nous fait jamais plaisir de gagner de l'argent ou d'en dépenser, nos enfants ils vont récupérer ça et ça va les auto-limiter dans notre vie. Donc c'est plutôt, j'ai envie de dire, la partie émotionnelle au démarrage. Et puis après, oui, c'est les messages qu'on transmet. Et c'est que ça devienne un jeu, mais un jeu positif. La même chose quand on commence avec l'argent de poche, quand on donne de l'argent pour discuter de ça avec nos enfants et aller faire les courses, c'est pas leur crier dessus si ça correspond pas exactement à ce qu'on veut, c'est les laisser faire leurs premières erreurs, en tirer les enseignements pour les aider à réviser ça. Démarrer en leur donnant 3 sous au démarrage, c'est important qu'ils aient leur petite tirelire et ne serait-ce que pour ouvrir cette discussion sur comment est-ce qu'on répartit cet argent. Mais par contre, oui, c'est pas faire peser quelque chose d'extrêmement négatif et de culpabilisant si jamais ça correspond pas exactement à ce qu'on pensait. C'est une manière d'enseigner et de discuter. Oui, d'ailleurs, je crois que c'était Jacques Martel. Je suis plus sûre maintenant de la source, mais en tout cas, la phrase clé, c'est ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, par rapport aux émotions que tu avais mentionnées en introduction, c'est vrai que si on les exprime pas, ces émotions, qu'on les laisse pas sortir, qu'on ne s'autorise pas à les vivre pleinement, à les laisser sortir et à passer à autre chose, et ben en fait, ça reste imprimé à l'intérieur de nous, de la même manière que ces travaux de Masaru Emoto qu'il a mis en exergue. Autre chose aussi, c'est des jugements de valeur qu'on lance sur les autres. Alors ça, je l'entends dans une société où on juge. C'est-à-dire que si vous jugez la réussite ou si vous jugez la pauvreté, dites-vous bien que vos enfants vont faire la même chose et que ça va créer à l'intérieur d'eux des injonctions. Donc c'est OK de ne pas avoir beaucoup d'argent à un moment ou à un autre dans sa vie, notamment à un moment justement si vous vous reconvertissez, au moment où on se reconvertit, généralement on gagne moins d'argent. Et ça c'est OK dans sa vie de parfois en gagner beaucoup et de parfois en gagner moins. C'est OK aussi de réussir, et notamment, alors là j'insiste, c'est OK de réussir quand on est une femme. C'est OK d'avoir de l'ambition. Et là, dans les pratiques aussi, il y a des choses qui sont très genrées et qui continuent à l'être, notamment dans la manière dont on fonctionne avec les petits garçons ou avec les petites filles. On va tendance à favoriser l'ambition masculine et le fait que les hommes réussissent et à dire que c'est bien si les filles sont gentilles, que c'est des bonnes élèves et qu'elles prennent pas trop de risques. Donc surtout, ne tenez pas ce genre de discours à votre garçon ou à votre fille parce que sinon, c'est comme ça que les choses vont continuer et qu'on n'ira pas vers plus d'équité dans notre société. Donc, c'est important aussi que ce soit dans votre message ou votre manière de vous conduire,
que vous transmettiez les bons codes par rapport à tout ça. La même chose, quand on donne l'argent, ça apparaît dans les statistiques sur l'argent de poche. La plupart des gens donnent plus aux garçons qu'aux filles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent de l'argent aux garçons, ils font des cadeaux aux filles. Donc arrêtez ça. Donnez la même somme à chaque enfant. Soyez transparent d'ailleurs sur la règle d'équité sur vos enfants. C'est la même chose. C'est une règle en fonction de l'âge parce que généralement l'argent de poche évolue en fonction de l'âge. Et c'est pas des cadeaux aux filles et de l'argent aux garçons. C'est de l'argent et qu'on apprend à gérer correctement aux deux, de manière transparente et équitable. Et le meilleur service que vous puissiez rendre à votre fille, c'est de lui apprendre à gérer, gagner et multiplier l'argent. Ouais, c'est hyper, hyper important ce que tu dis là. Et justement, quand on est au collège, généralement, on commence à se comparer aux autres. Donc là, je parle d'un point de vue enfant. Tu disais, oui, voilà, gagner moins d'argent que d'autres personnes. Comment est-ce qu'un enfant gère ça et qu'est-ce que ça traduit de son propre rapport à l'argent quand il se sent mal à l'aise finalement de ne pas avoir des habits de marque, de ne pas avoir voilà, tel téléphone ou tel, je sais pas quel bien matériel? Oui, la question de la comparaison sociale, ça c'est des choses aussi, c'est très important de l'évoquer et l'évoquer bien avant justement le collège et de décrypter ce qui se passe chez les uns et les autres. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont avoir des fringues de marque, mais au bout du compte, n'ont pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils dépensent tout. Moi, c'est des sujets que j'évoque assez régulièrement et je vais briser un certain nombre de tabous, mais j'ai travaillé dans des milieux d'entrepreneurs et il y a des gens qui vivaient complètement au-dessus de leur moyenne. Donc, vous pensez qu'ils étaient riches parce que extérieurement, vous les voyez avec des fringues de marque et des grosses voitures, mais entre guillemets, être riche dans notre société, c'est surtout pas ça. C'est apprendre à vivre en dessous de ses moyens et à placer l'argent aux bons endroits. Donc, la meilleure manière de ne pas être riche, c'est de faire comme ça. Et souvent, les enfants le comprennent parce que, justement, si on leur a appris à attacher assez tôt leur bien-être au fait de vivre des choses, de partager, on n'a pas ce genre de problème, on les a beaucoup moins, on va dire, au moment de l'adolescence. Et puis, c'est aussi de sortir de ces injections du paraître. Faut-il encore être soi-même complètement OK avec ça et de leur expliquer, oui, cette question, tu disais, c'est quoi les vraies richesses de la vie? Et souvent, quand on évoque ces sujets-là tôt, oui, la plupart des enfants vont être complètement OK sur le fait que la vraie richesse, c'est avoir des vrais amis et pas des systèmes relationnels basés autour de l'apparence. C'est important aussi d'évoquer tôt aussi la question, on va dire, amour et argent. Alors ça aussi, je le vois, c'est-à-dire, va-t-on être plus aimé parce qu'on a de l'argent? Va-t-on être plus aimé parce qu'on fait des cadeaux aux autres, à la place des cadeaux? Et si on évoque et qu'on met à plat tout ça assez rapidement, généralement, au moment de l'adolescence, tout se passe sans vague et votre enfant va être amené à gérer son argent de manière beaucoup plus vertueuse. Pourquoi? Parce que c'est aussi eux qui le gèrent, donc quelque part, ils voient la facture passer chez eux. Et si vous, c'est tout le temps vous qui faites des chèques pour acheter des objets de marque, ils peuvent être quelque part dans une forme de déni autour de tout ça. Ouais, tout à fait, ouais. Et par quoi est-ce qu'on peut commencer lorsque on se sent pas forcément aligné encore avec cette mentalité-là, on se sent pas clair sur tout? Se faire accompagner, moi je le fais pour pas mal de personnes parce que c'est inconscient sur beaucoup de choses et puis ça coince à bien des niveaux. On le disait, alors là on parlait d'argent, mais c'est l'argent, le travail et le temps en fait, souvent et la notion de réussite qu'il faut réussir à les décortiquer et tout ce qu'on nous a transmis dans les générations précédentes et pendant notre propre vie. On a tous des croyances qui nous pèsent et ou nous autolimitent, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui souvent pèse sur nos propres vies et pèse sur la vie de nos enfants. Donc oui, c'est compliqué de le faire tout seul. J'aime bien dire, c'est important à un moment ou à un autre dans sa vie de faire une fricothérapie, notamment si on a envie, j'appelle ça une fricothérapie en rigolant, mais si on a envie d'avoir une vie plus libre, et c'est bien de ça dont on parle, un peu plus de liberté pour nous et pour nos enfants, qu'on ne vive pas sous le joug de la contrainte et qu'on arrête de voir ce sujet comme étant quelque chose qui nous pèse, mais plutôt quelque chose de positif. Et c'est commencer par décrypter, poser à plat, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que ça, c'est une réalité? Ou est-ce qu'en fait, il y a des gens qui vivent autrement et qui voient ça autrement? S'il y a ne serait-ce qu'une personne sur cette terre qui voit, pense et agit différemment, en fait, c'est pas une réalité, c'est quelque chose qu'on s'est construit et il est possible de le voir différemment. Et là, à chacun et à chacune de construire sa propre réalité sur le sujet. Parce qu'on est aussi sur un sujet, alors il y a des facteurs limitants, mais il y a aussi beaucoup d'injonctions dans notre société euh, qui pèsent autour de tout ça. Et notamment, les femmes ont beaucoup de peur et d'insécurité au moment de la maternité. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on lâche notre job pour notre congé maternité, notre congé parental. Et c'est un moment où c'est important justement de se questionner là-dessus, sur la part de ce qui est inconscient et que la société fait peser sur nous, et qu'est-ce qui nous est réellement possible, notamment des fois pour lever le pied, prendre un peu plus de temps avec nos enfants, parce que ces moments, on ne les revivra pas, et c'est une forme de richesse que de les vivre pleinement. Là, moi aussi, je me suis rendu compte de ça.
Et personnellement, je fais partie de celles qui pensent que c'est important de les vivre pleinement parce qu'à la fin de nos vies, de quoi on se rappelle? Eh ben, on se rappelle pas du montant de notre salaire, on se rappelle pas du fait d'avoir eu une piscine au fond de notre jardin ou une grosse bagnole, mais on se rappelle d'avoir passé des moments de qualité avec les gens qu'on aimait et d'avoir donné vie à ce qui faisait réellement sens pour nous, et notamment nos activités professionnelles, les projets qu'on avait envie de vivre. Et c'est ça que nous, on doit s'autoriser à faire. Et c'est ça qu'il faut autoriser nos enfants aussi à faire. Oui, ouais, c'est ça. Donc se faire accompagner quand on a envie de débuter et qu'on se sent pas au clair, mais aussi se nettoyer. Parce que là, je parle d'un point de vue plus ésotérique, mais dans nos vies antérieures, on peut avoir aussi émis un vœu de pauvreté qui s'est imprimé et qui continue de jouer des vies après. Donc ça, c'est peut-être une chose à faire aussi, de voir si on est touché par ce vœu de pauvreté qu'on aurait émis et l'enlever. Parce que des fois, on peut entreprendre tout ce qu'on veut et ça marche jamais, jamais, jamais. On se dit, mais pourquoi? Et donc ça peut être aussi l'une des raisons qui est plus énergétique, donc du coup, qui est plus sur notre corps énergétique autour de nous et qui explique le manque d'abondance peut-être qu'on peut ressentir. Quelque part, moi, je le vois, donc j'accompagne un public de femmes entrepreneurs, hein, parce que c'est chez elles que ça bloque le plus. Toutes celles qui ne font pas un travail là-dessus ne décollent pas. Et on parle, quand on regarde les chiffres sur les femmes et l'entrepreneuriat, les chiffres sont très très mauvais sur le niveau de rémunération des femmes, mais elles se sous-cotent, s'auto-limitent et se tirent vers le bas pour toutes ces questions que j'ai évoquées avant, qui est des blocages inconscients qui sont transmis de génération en génération, et notamment cette croyance que c'est pas très bien quand on est une femme de gagner de l'argent, c'est compliqué, c'est dur. On devrait brader son temps et on deviendrait une mauvaise maman si on le fait. D'ailleurs, on va finir sur les rotules. Il y a des manières de le faire, donc c'est hyper important de déconstruire ça. Mais encore faut-il, oui, justement, se faire accompagner. Moi, c'est ce que je fais et montrer d'autres exemples, parce que la plupart des femmes, comme elles n'en parlent pas, n'en connaissent pas, parce qu'on est peu nombreuses aussi, les nanas, à avoir décidé de monter un business et d'investir. C'est pas monnaie courante. C'est aussi pour ça que j'ai monté Frico Féminin, pour montrer des exemples de femmes qui sont des madame tout le monde, qui sont pas des Instagrammeuses au corps parfait et qui sont pas des bacs plus 1258 dans lesquels vous ne pouvez pas vous reconnaître. Mais j'aime bien dire qu'ils sont des Jacqueline, des Véronique, des Isabelle, avec leurs deux gosses qui, à leur manière, l'ont fait, parce qu'on a toute une manière de le faire différente aussi en fonction de notre personnalité, de notre manière de voir le monde. Oui, exactement. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de nos questions, Ophélie. Et j'ai envie de te demander encore où est-ce qu'on peut te retrouver. Et ben, vous me retrouvez sur Frico Féminin et à plein d'endroits, parce que je suis aussi conférencière, enfin, j'anime beaucoup de choses en ligne. Donc Frico Féminin, c'est un web média gratuit, c'est-à-dire que vous avez un blog où vous avez énormément d'articles, vous avez plein d'interviews, vous avez plein de sujets de presque 1 heure sur pas mal de choses, et notamment les jeux pour exercer les enfants sur l'argent, comment on parle d'argent aux petits et ou aux adolescents. Si vous tapez ça sur Google et sur YouTube, normalement, vous tombez sur moi. Et on en parle entre mamans. Parce que la transmission se fait beaucoup par les mamans aussi sur les modèles éducatifs. Rejoignez-moi là-bas pour voir comment j'ai fait, comment d'autres ont fait et quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut vous transmettre sur ce sujet. Super, bah, je te remercie vraiment chaleureusement pour notre échange. Et puis je te dis à la prochaine. Toutes les coordonnées d'Ophélie sont dans la description de la version vidéo de cette interview que vous pourrez retrouver sur YouTube. Et moi, j'ai envie de vous dire merci infiniment pour votre écoute fidèle et à la prochaine pour un nouvel épisode.